Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Jeudi Pro, l'émission des numériques dédiée aux professionnels et aux entreprises de la tech. Alors l'Euro 2021 a bien commencé, ou plutôt l'Euro 2020 avec un an de retard. Et comme les numériques, on est un média tech mais qu'on aime aussi le sport, on s'est dit qu'on allait parler de technologies sportives et plus précisément des entreprises qui évoluent dans ce milieu. Et pour cela, je suis ravi de vous accueillir Martin Jaglin, cofondateur de MPG, Mon Petit Gazon, je ne sais plus comment on dit. Mon Petit Gazon, très bien. Ok. Et également coprésident jusqu'à récemment du collectif Sportech. Bonjour Martin. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors j'ai une petite question pour commencer. Combien aviez-vous de ligues MPG en cours vous-même cette année ? Ça J'en avais 8, mais c'est trop. C'est trop. Bah, tu confonds les buteurs, est-ce que c'est contre toi, pour toi ? Enfin, c'est un gros mélange dans ta tête. On est aussi avec Marco Mosca, rédacteur en chef des numériques. Bonjour Marco. Bonjour. Est-ce que tu joues à Mon Petit Gazon, toi ? Pas du tout. Alors je sors. Pas du tout MPG, mais j'ai voulu, mais j'ai cru comprendre que c'était quand même un peu compliqué pour rentrer dedans. Alors aujourd'hui, on présente plus vraiment Mon Petit Gazon, c'est 500 000 utilisateurs actifs mensuels, c'est bien ça ? C'est ça, en mensuel. Ouais. Donc c'est quand même une application de fantasy football qui marche bien en France aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est plus de parler de ce collectif Sportech que j'ai mentionné en intro. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce que c'est en quelques mots ? Alors le collectif Sportech, c'est les 80 plus grosses startups du sport en France. C'est à peu près 250 millions d'euros de levée, présidé aujourd'hui par Gatien de Trainme et par Paul-Émile de Running de Sport Heroes. C'est réparti en 3 familles. Il y a la famille vraiment de tous les business autour de ce qu'on appelle le pro, donc les ligues, les clubs, les fédérations, comment les startups aident ces institutions à augmenter la relation avec les fans, la data catching, etc. Il y a la famille des pratiquants, ceux qui pratiquent le sport, comment ils ont des applications pour être coachés, des vidéos, des systèmes de replay, des capteurs quand ils font du foot, du tennis, etc. Et enfin, il y a la famille des fans. Comment, quand je suis non pas pratiquant mais fan de sport, comment toutes ces technologies vont m'aider à augmenter mon expérience via du fantasy, via des lunettes de réalité virtuelle et des choses comme ça. Donc ça regroupe autant de startups, software et hardware dans le sport, quoi. Il y a une dizaine de startups hardware. Il y a les barrières à l'entrée qui sont plus évidentes que pour le software. Mais il y en a des super. Il y en a des capteurs autour des ballons, autour des sportbacks, des footbars, des lunettes immersives. Ils font des super masques de réalité virtuelle où tu peux aller dans les stades. Tu vois, ils ont fait une expérience en Allemagne où tu as ton masque autour de... quand tu regardes le match, et en fait en second écran, enfin c'est pas un masque, pardon, c'est sur le téléphone, et en second écran en fait tu as les datas en temps réel des joueurs que tu vois sur le terrain de foot. D'accord. Comme ça. Ouais. Donc, il y a plein d'innovations. Et le but de ce collectif, c'est qu'en fait, il y a, je pense, je vais vous demander 5 noms de startups, vous pouvez pas m'en citer 5. C'est pas encore assez connu aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de se faire lumière sur ce collectif, quoi. Ce collectif, c'est 80 startups sur un écosystème qui repose sur 160 startups à peu près. L'idée, c'est de représenter l'intégralité de l'écosystème Sportech en France ? Exactement. L'idée, c'est de montrer toutes les bonnes initiatives, de faire lumière auprès des médias, auprès des investisseurs, auprès des institutions à l'étranger, et de faire en sorte que la filière soit identifiée. Alors justement, la Sportech, si on regarde l'écosystème, c'est donc à peu près 160 startups, c'est une croissance annuelle de 40% en moyenne, c'est un chiffre d'affaires cumulé de 140 millions, 145, pardon. Et en même temps, la Sportech française pèse peu à l'échelle européenne. Qu'est-ce qui pêche ? Pourquoi est-ce que elle a du mal comme ça à émerger ? Et est-ce que c'est un problème d'investisseurs ? Alors, effectivement, c'est 10% des startups européennes qui sont en France, seulement. Et en même temps, on est sur une dynamique très positive, donc on voit plutôt le verre à moitié plein. Et c'est aussi un peu le but de ce collectif, c'est de dire qu'il y a un décalage entre la passion et les audiences qu'il y a dans le sport et les investissements qui sont faits. Quand on regarde le produit culturel le plus vendu au monde, c'est un jeu de foot, c'est FIFA. Quand on regarde les influenceurs les plus suivis au monde, c'est des footballeurs. Le plus suivi, c'est Ronaldo. Cristiano Ronaldo sur Instagram. Quand on regarde les plus grosses audiences à la télé chaque année, c'est le foot. Au niveau monde, c'est quoi ? C'est les JO, c'est la Coupe du Monde. Donc, il y a, et le Tour de France aussi, qui est incroyablement suivi. Donc, il y a beaucoup d'envie et de passion autour du sport. Il n'y a pas encore assez d'investissement. Et donc, pour répondre à votre question, oui, il y a un décalage, mais ce décalage, il se réduit de plus en plus. Et en fait, on a besoin de quelques champions parmi ces Sportech pour avoir beaucoup plus de lumière. Et on en est en train d'avoir des champions. Donc,
Et d'autant que tout le monde a un smartphone, enfin quasiment tout le monde, mais une grande majorité des gens, beaucoup de la Sportec se fait sur le smartphone, donc les appareils sont déjà là également. J'imagine que mais complètement. Aujourd'hui, la jeune génération, par exemple, qui joue au foot, au tennis, en fait, ça, c'est ton organisateur de foot avec tes amis. C'est ça qui va te donner les datas après ton match de tennis. C'est ton coach qui va te faire des vidéos quand t'es chez toi. C'est ton appli pour trouver quelqu'un avec qui faire du yoga. Donc, on a tous un coach, on a une manette dans nos mains qui peut nous aider dans la pratique du sport et dans le fan de sport. Ouais. Vous nous dites qu'il faut un champion. Quel peut être ce champion et pourquoi pas MPG ? Bien sûr, j'espère. Effectivement. Nous, pour être un champion, on a besoin de grandir encore à l'étranger. Donc en France, on a un super rythme de croisière. On a 1,8 million de personnes qui ont déjà joué à notre jeu. Donc tout va bien pour la France et il faut qu'on réussisse à s'exporter. Mais c'est vrai que la difficulté qu'on a à s'exporter, pas mal de startups, pas forcément du sport long, parce que le marché européen, en fait, mine de rien, en fait, il y a pas mal de barrières. En fait, il y a des géants chinois et américains, parce qu'il y a un marché qui est unique, il y a une langue qui est unique. En Europe, mine de rien, quand tu veux aller en Allemagne, il ne suffit pas de traduire ton site en anglais ou en allemand. Il faut être sur place. Si tu veux aller au Portugal, pareil. Donc, c'est pas évident de s'exporter en Europe comme ça l'est pour d'autres continents, je trouve. Et voilà, sport ou pas sport. Donc, mais voilà, il faut que les champions réussissent à soit racheter des sociétés dans d'autres pays européens, soit faire en sorte de réussir depuis la France, quoi. Justement, vous avez aussi mon petit prono. Je vous propose un petit pronostic. À quand une Sportec dans le Next 40 ou le French Tech 120 et qui, selon vous, est-ce que ça 2021. Pourrait être, 2021. Je l'aurais dit ici. Mon pronostic, c'est que Sorare sera la première Sportec française licorne. Ouais. Ils ont un rythme de croisière complètement hallucinant, ils ont des chiffres d'affaires mensuels complètement hallucinants, ils ont réussi à mettre le doigt justement sur un usage mondial, c'est-à-dire que sur leur plateforme, les gens vont s'acheter des cartes des meilleurs joueurs de foot. Parce que oui, pour rappel, c'est un jeu de fantasy football basé sur la blockchain. Voilà, c'est de la collection de cartes, c'est des NFT, et puis après on peut jouer avec ces cartes dans des jeux de fantasy, et ils ont réussi directement à avoir une audience mondiale. Donc par rapport à la problématique qu'on vient d'évoquer, eux, ils ont 20 000 ou 30 000 clients mondiaux qui s'échangent. Donc en fait, ils ont un rythme de croissance qui est mondial, ils ont des levées de fonds qui sont mondiales, et ainsi de suite. Donc c'est ça dont on a besoin. Justement, oui, ils ont levé 40 millions en février 2021, je crois, auprès de Benchmark et d'Axel, qui sont des fonds américains. Justement, quel est le risque de voir des pépites technologiques françaises dans le sport partir aux États-Unis, par exemple, où elles pourraient trouver les investissements dont elles ont le plus besoin ? Mais alors, partir aux États-Unis, souvent quand tu lèves des fonds avec des fonds américains, tu t'ouvres le marché américain aussi. Donc, les voir s'exporter, moi je trouve ça super. Après, sur la propriété, oui, généralement les forces de frappe, c'est les SoftBank, c'est les fonds américains, mais qui sont aussi des locomotives, donc qui vont entraîner d'autres fonds et aussi des fonds français. Mais bon, quand tu as des fonds américains, souvent les fonds français peuvent plus trop s'aligner. C'est le jeu d'élever, quoi. En France, il y a deux fonds d'investissement qui sont vraiment spécialisés dans le sport, Link Sport et Sport and Performance Capital. Comment est-ce qu'on peut inciter les investisseurs à avoir plus confiance encore dans les sporttech et comment créer plus de fonds spécialisés dans le sport ? Est-ce que la BPI France, par exemple, peut aider à ce niveau-là ? Elle l'aide déjà. Elle a déjà investi dans pas mal de sporttech. Par exemple, la BPI investit dans Sport Easy. Donc, non, il y a les fonds, en fait. Il faut maintenant que les sporttech se bougent et des bons chiffres et des communautés vraiment importantes. Il faut qu'il y ait un usage massif. Il faut que ça rentre dans le crâne des investisseurs que les sporttech réussissent à avoir des millions d'utilisateurs fidèles chaque mois. Voilà. On a vu l'impact de la crise sanitaire liée au Covid et sur la Sportec, notamment sur les événements, sur les agendas des événements sportifs qui sont un peu bousculés. Comment est-ce que vous avez traversé cette période-là ? Est-ce que c'est pas compliqué de dépendre justement des saisons sportives et comment vous bouchez les trous finalement quand les saisons s'arrêtent ? Bonne question. C'est vrai que nous, par exemple, MPG, il n'y a plus de foot, pas de MPG. Donc, on a simulé nos jeux de foot sur console pour rire. C'était pour rire pendant quelques mois, après on a arrêté. Mais non, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des acteurs de la French Sportec qui ont réussi à créer des compétitions virtuelles.
Et je pense à Virtual Regatta. C'est les leaders, je pense, mondiaux sur la voile, sur le fantasy voile. Ils ont réussi à créer de nouvelles compétitions où en fait on était chez soi, confinés, on pouvait s'affronter. Sport Heroes également, ils ont fait ça. Ils ont créé un super marathon énorme où chacun était confiné chez soi mais pouvait s'affronter, en plus pour une bonne cause. Donc il y a eu pas mal d'initiatives. Il y a eu beaucoup de solutions aussi qui se sont mis à accélérer sur tout ce qui était vidéo. Je pense à Olibi sur le yoga ou alors même Gymlib, avoir des cours de coaching en restant chez soi sans aller en salle de sport mais pouvoir continuer à faire son sport. Donc comme tous les secteurs de la tech ou tous les secteurs tout court, en fait, on a dû se réinventer et reproposer des nouvelles. Est-ce que c'est un message à faire passer aux investisseurs que les sport tech françaises ont cette capacité à pivoter en cas de besoin Bien sûr, de toute façon, dans ces cas-là, s'il n'y a pas de sport et que tu ne peux plus exister, tu meurs très vite, donc tu es obligé de te réinventer. Ouais. Tout à fait. Et vous, du coup, vous pouvez vous appuyer aussi sur Mon Petit Prono, qui est l'autre pilier sur lequel Mon Petit Gazon peut s'appuyer quand les saisons sont on est en intersaison finalement. Oui, exactement. Mais nous, en fait, on s'amuse avec Mon Petit Gazon de août à mai, des championnats nationaux. Et puis après, il y a un trou, donc il faut bien qu'on existe. Et vu qu'on aime bien faire des jeux qui lient les gens, où il n'y a pas de pari d'argent et où on peut s'affronter en rigolant, et on a eu l'idée de Mon Petit Prono il y a maintenant. On a commencé avec la Coupe du Monde au Brésil, donc ça date un peu. Avant, c'était un vilain formulaire qui avait vocation à remplacer ces saletés de fichiers Excel qui tournent dans les entreprises où chacun se met en tête de remplir et voilà. Et en fait, tu as une solution, tu fais tes pronostics, c'est assez fluide et puis tout le monde peut s'affronter. C'est ça qu'on aime bien, c'est que les footiques qui connaissent rien, ils peuvent gagner en plus. C'est leur revanche, c'est le mois de l'année où ils peuvent fermer les claquets de tous les pseudo-experts foot. Et donc ça crée de la bonne humeur. Et il y a 3 ans, on avait eu 850 000 participants. On espère faire mieux pour l'Euro là. On parle beaucoup d'MPG. Est-ce que quand même vous pouvez nous dire rapidement comment ça marche pour les quelques personnes qui ne connaissent pas encore le modèle de MPG? C'est du fantasy foot, alors tu vas affronter un copain dans notre jeu, dans Mon Petit Gazon, et selon les performances de tes joueurs sur les pelouses de Ligue 1, selon les performances de Mbappé, tu vas ou pas battre ton ami. Par exemple, 2 buts à 1, s'il y a eu 2 buts pour ton équipe contre 1. Voilà. Donc c'est de l'affrontement virtuel basé sur des faits réels, statistiques. On va acheter 100 data par joueur par journée. Donc, à partir de ça, on a un algorithme pour donner une note en temps réel à tous les joueurs des championnats qu'on couvre. Donc, il y a de la data, il y a de l'appli, il y a de la confrontation, il y a de la discussion, il y a pas mal d'expériences différentes dans le jeu. Et le modèle économique, du coup, c'est 70% la pub, qui nous permet de rendre le jeu complètement gratuit, c'est du freemium, et 30% les options que les gens achètent pour aller plus loin dans le jeu, pour acheter des modes experts, pour acheter des options farfelues, voilà. Et en termes de diversification, aujourd'hui, est-ce que la levée de Sorare peut vous inciter à retrouver, parce que je crois que vous avez fait une expérience justement sur la blockchain et les NFT, est-ce que ça peut être un axe de diversification? Nous, la piste NFT, alors là, on a fait une petite vente plus... Pour clore la saison en beauté et offrir aux gens une expérience nouvelle. Non, nous, c'est pas la strat. Sorare a réussi à aller sur le NFT, la blockchain, mais sur un usage qui est assez différent du nôtre, on trouve. Enfin, on n'a pas forcément les mêmes utilisateurs. Non, nous, on a vocation à continuer à faire des jeux gratuits de foot qui divertissent, qui offrent une expérience différente aux fans de foot, que ce soit... Et encore, on a encore plein de choses que je ne peux pas tout annoncer aujourd'hui, mais on a plein de choses qu'on va lancer, j'espère, en fin d'année pour offrir une expérience différente quand tu es devant la télé avec tes copains, quand tu es au stade, des choses comme ça. Il y a encore beaucoup de choses à faire parce qu'on a tous le téléphone à portée de main quand on vit le foot, quand on est avec ses copains en train de parler de foot, quand on est en train de regarder le foot, quand on est dans un stade. Donc il y a encore plein de choses à faire, c'est ça notre strat, et de le faire aussi à l'étranger. C'était le sujet de départ, comment s'exporter. Voilà. Nous, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que notre jeu, c'est un jeu qui se joue avec des amis. Donc quand on convainc un Espagnol ou un Anglais de jouer à notre jeu, il faut aussi que lui-même convainque tous ses copains et copines de jouer avec lui dans sa ligue. C'est au moins 2 personnes ou 4, je sais plus. C'est au moins 4, mais généralement les trucs sympas c'est 6 ou 8 personnes. Donc en fait c'est un churn collectif qu'il faut qu'on réussisse à faire, ce qui n'est pas évident. C'est pas un usage qui est solo. Vous avez levé 1 million d'euros en 2018 pour vous internationaliser justement. Quel bilan faites-vous au bout de 3 ans de cette internationalisation? Vous êtes sur le marché anglais, sur le marché espagnol. On parle de la Bundesliga éventuellement, qui est un relais de croissance potentielle, mais comment est-ce que vous voyez l'avenir à l'international pour MPG? Alors, par rapport à cette levée d'il y a 3 ans maintenant, on est mieux que prévu en France.
C'est-à-dire qu'on a des chiffres qui étaient, en termes d'utilisation mensuelle, saisonnier et de chiffre d'affaires mieux que ce qu'on avait prévu. Et on est en dessous de ce qui était prévu sur les marchés étrangers. Voilà, pour la raison que je viens d'évoquer juste avant, à savoir la difficulté de faire churner une personne et tous ses copains en même temps. Donc la strat, c'est de ne pas lâcher. Là, on va lancer une refonte de l'application qui devrait être beaucoup plus simple pour jouer à MPG depuis l'Angleterre ou l'Espagne. Ça, première strat, donc c'est vraiment continuer à essayer de l'international. Et puis deuxième strat, c'est continuer à offrir de nouvelles expériences autour du jeu de foot en France et à l'étranger. Je crois que le collectif Sportec, pour finir, va sortir une nouvelle étude pendant l'été, si je me rappelle bien, qui reprend un peu sur le même modèle que vous avez fait l'année dernière avec des chiffres sur l'écosystème Sportec en France. Est-ce que vous avez des chiffres qu'on va découvrir ou Oui, effectivement, c'est avec le cabinet Roland Berger qu'on avait fait ça il y a un an. On va la refaire, je pense que ce sera plus à la rentrée. Et l'idée, c'est un écosystème qui va tellement vite, c'est de mettre à jour cette étude et d'offrir de nouvelles lumières. Et c'est vrai qu'il y a un an, il y avait déjà 10 licornes mondiales dans le sport. Je pense qu'il y en a une ou deux en plus. Mais il n'y en a pas une en Europe? Il y en a en Europe, si, il y a Sport. En Suisse. En Suisse, il y a Sport. Il n'y en a qu'une en Suisse, mais sinon. Il y en aura bientôt une en France. Oui, on en aura une. Mais ouais, là, par exemple, quand on voit les dernières levées de peloton ou de Zwift sur le vélo, c'est incroyable. Ils ont des valos. En bourse, c'est. Donc l'écosystème bouge, il y a des nouveaux usages, il y a le NFT, la blockchain qui arrive, il y a beaucoup plus de sport en entreprise. Ça, c'est une tendance de fond. Les entreprises même en France, commencent à prendre conscience que pour le bien-être des salariés, le sport est important, et donc ils le repositionnent et ils offrent de plus en plus de solutions de sport en entreprise. Ça fait des trucs de collaboration. Donc il y a plein de nouveaux usages qui se créent, et l'objectif de cette étude, c'est de faire un petit état de l'art. Dans la précédente étude, vous parliez de la création d'une Silicon Valley de la Sportec en Europe. Est-ce que c'est pas trop ambitieux, et d'autant plus que l'idée c'était de créer cette Silicon Valley avec les JO 2024, si j'ai bien compris. Et est-ce qu'on y va? J'ai l'impression que vous êtes plutôt optimiste par rapport à ça, mais est-ce que vous avez l'impression qu'on peut y aller sereinement? Alors, Silicon Valley, c'était peut-être un peu présomptueux de dire ça. Peut-être un peu un emballage dans l'étude. Non, mais c'est vrai que là, on voit avec les JO qu'il y a quand même une accélération de tous les besoins digitaux des ligues, des fédérations, des clubs. Et on le voit, par exemple, la personne qui était en charge du tremplin à Paris, qui est l'incubateur des startups de sport, de certaines startups sport parisiennes, est allée à la direction du digital du comité, du COJO, du comité olympique. Donc on voit qu'il y a cette envie de digitaliser l'expérience. Et là, par exemple, ce qu'a fait le CIO, l'organisme qui organise les JO, ils ont lancé les Olympic Virtual Series. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est en ce moment. Donc c'est des JO de e-sport. Et notamment une startup française, Virtual Regatta, qui fait partie des sélectionnés. Donc en fait, on va s'affronter aux JO, chacun sur son ordinateur, pour savoir qui est le meilleur en voile au monde pour les JO. Voilà. Donc il y a tout ça qui crée quand même une émulation, et qui, en plus à Paris, va accélérer encore plus cet écosystème, j'espère. On va suivre tout ça de près, et on espère aussi. Merci beaucoup Martin, merci Marco. Merci. Et merci Caro pour la réalisation. Du coup, à jeudi prochain.